Donc, merci d'être venu ce soir pour retrouver notre conférencier fétiche, Franck Chevaux, qui est peut-être la 9e ou 10e fois qu'il vient nous faire des présentations, et c'est toujours passionnant. Cette conférence, normalement, on devait la voir au mois de novembre 2020. Et donc, suite aux événements qu'on connaît, on a dû la repousser, et on peut enfin la faire maintenant. Et Franck Chevaux nous a proposé aujourd'hui de faire cette conférence de manière un petit peu plus rapide que ce qu'il fait habituellement, pour finir pour 15 minutes sur un sujet d'actualité qui est l'énergie aujourd'hui, le prix de l'énergie. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse et donc nous sommes particulièrement contents de l'avoir aujourd'hui. Et je vais vous laisser parler du Grand Paris d'abord. Merci beaucoup. Oui, le micro. Le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, je le sens. Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, je reconnais, même s'il y a des masques, certains visages. Au fil des années, on blanchit un peu, mais bon, les yeux sont toujours attentifs. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens vous voir pour explorer le champ des connaissances qu'on peut partager. Alors j'ai travaillé sur le sujet du Grand Paris pendant quelques années, et du coup j'ai proposé de faire une conférence sur le Grand Paris, qui, vous allez le voir, a une histoire en fait. Voilà. Et puis après on terminera par quelques minutes pour zoomer sur le prix d'énergie actuellement qui fait l'actualité. Alors le Grand Paris, ça démarre effectivement par Paris. Paris, parce qu'avant il n'y avait pas grand chose autour de Paris, c'était un village avec très peu de choses autour, quelques petits villages ici et là, mais pas grand chose. Et Paris s'est construit autour de l'île de la Cité, avec la nécessité de se défendre et donc de faire des fortifications, et on a comme ça successivement des fortifications qui se font de manière circulaire autour de l'île de la Cité pour protéger petit à petit Paris qui grossit au fil des siècles et qui a l'obligation de se protéger notamment des Vikings, des invasions diverses et variées qui remontent la Seine, qui viennent piller les ressources de la ville. Voilà, jusqu'à l'enceinte de Thiers qu'on évoquera tout à l'heure, qui est la partie verte la plus claire. Alors la ville, effectivement, en 1814 n'est pas bien grande, vous l'avez ici. Donc on reconnaît la boucle de la Seine qui fait le méandre nord. Donc en fait Paris couvre toute cette surface-là, mais en 1814 on a encore un noyau qui est assez restreint, qui est tout petit. On a un urbanisme qui est très restreint. Et donc c'est vraiment le 19e siècle qui va être le siècle en fait de l'extension de la ville de Paris. Alors boosté par quoi? Par l'énergie, notamment par le début de l'exploitation du charbon. C'est le début de l'ère industrielle, je vous en reparlerai aussi tout à l'heure, qui nous permet d'avoir les moyens de se construire plus vite, de se déplacer, et donc on commence à avoir autre chose qu'une organisation finalement un peu moyenâgeuse. Vous voyez ici Bagneux, Gentilly, Villejuif, voilà, on est vraiment à la banlieue, c'est que des petits villages qui sont reliés par des chemins, des routes carrossables. Donc ça va très vite, vous voyez, 40 ans plus tard, on a déjà la ville qui ressemble un peu à celle que l'on connaît, avec une densification assez forte. Et puis on voit ici l'enceinte de Thiers, justement, qui a été construite une dizaine d'années auparavant. Il y avait eu, suite à la défaite de Napoléon, il y avait la Grande Guerre avec la coalition des pays européens qui étaient venus jusqu'à Paris pour défaire Paris. Et ça avait marqué les esprits que on a des armées étrangères qui viennent jusqu'à Paris. Du coup,
ils avaient décidé de construire cette enceinte qui a coûté très très cher et qui a servi à rien. En fait. Il n'y a pas eu ensuite la nécessité de l'utiliser, enfin elle était dépassée par les technologies modernes de la guerre. Alors ce pari-là, il pose problème parce qu'il est mal organisé, c'est-à-dire que les rues sont étroites, il n'y a pas tout à l'égout, s'il y a de l'insécurité, l'armée n'arrive pas à pénétrer au cœur pour mater un peu les rébellions, enfin voilà, ça va pas. Donc on fait appel au baron Haussmann, Napoléon III fait appel au baron Haussmann, avec la grande idée de réorganiser tout ça pour effectivement avoir une ville prestigieuse, comme les grandes villes européennes, où on peut circuler facilement, il y a de l'hygiène, donc il faut créer un réseau d'assainissement. Et puis c'est le début aussi du chemin de fer, et donc on commence à avoir les grandes gares, Montparnasse, Austerlitz, etc., Gare du Nord. Et il faut absolument libérer les espaces pour que les gens puissent aller aux gares, en sortir, et donc il faut réorganiser un peu Paris. Et puis il faut réprimer quelques manifestations quand il y en a. Donc du coup, le baron Haussmann, il reconfigure complètement Paris avec les grands boulevards que l'on connaît, les Champs-Élysées, les grands boulevards qui dessinent un petit peu des couronnes avec des grands axes très aérés. Et là, pour ça, ils vont pas de main morte, puisqu'ils détruisent 20 000 maisons dans Paris. Ils créent de grandes artères avec des plans très rectilignes. Donc si on a la malchance d'être sur le trajet, expropriation, et on démolit la maison. Alors au début, ils étaient même expropriés complètement, il n'y avait même pas la possibilité de récupérer de l'argent. Puis quelques années plus tard, ils ont quand même redonné aux propriétaires la capacité de pouvoir jouir de leurs biens, qui étaient du coup reconstruits. Mais ce qu'a donné finalement l'architecture aussi parisienne, puisqu'il y avait un cahier des charges, que quand les immeubles étaient reconstruits, il fallait qu'ils soient en pierre de taille, il y avait, vous savez, les fameux balcons parisiens, avec la toiture d'une certaine forme. Donc ça a donné finalement un Paris très homogène que beaucoup nous envient. Alors ça a duré 20 ans, c'est assez court pour reconfigurer complètement une ville dans la globalité, avec le percement de l'avenue de l'Opéra. On aperçoit l'Opéra au fond, il n'y a pas encore l'avenue, vous voyez, il y a encore des immeubles qui sont devant, avec la nécessité du coup de transpercer tout ça, avec beaucoup de... Il y a même une butte qui existait, qui a été complètement rasée pour retrouver quelque chose de plat. Alors ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'effectivement tous les travaux sont faits avec des mulets, des mules, des ânes à la main. Donc on est sur des travaux qui sont finalement peu émetteurs de CO2, si on les compare avec ce qu'on fait actuellement. Les travaux c'est de la pierre de taille, c'est du bois, on transporte tout ça avec des animaux et puis par le fleuve, avec des grandes barges. Et finalement on arrive à le faire sans émettre de CO2. Alors il faut beaucoup d'argent, donc là faut un empereur un peu installé pour dire on va raser 20 000 maisons et puis on va dépenser 2 fois l'équivalent du budget de la ville de Paris chaque année. Ça ferait, sur 20 ans ils ont dépensé l'équivalent de 120 milliards actuels, c'est complètement gigantesque, et ce qui crée une dette énorme qui est accumulée jusqu'en 1870, jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Il n'y a que les Parisiens vont rembourser jusqu'en 1914 et qu'il n'y a que l'inflation qui est issue de la guerre qui va permettre d'atténuer un peu la dette et de la tuer par l'inflation. Mais sinon, ils seront peut-être encore en train de la rembourser, cette fameuse dette de reconfiguration complète de la ville de Paris. Mais du coup, ça donne la ville lumière. Nos ancêtres en ont bavé pendant 40 ans pour rembourser ça. Mais en tout cas, ça donne la ville lumière. Donc vous voyez ici la place de l'Opéra telle qu'elle était à la fin du 19e siècle, avec des personnes qui font du déménagement avec une carriole à pied, avec des fiacres, et puis toute une vie urbaine qui s'organise autour d'un espace que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire que l'espace n'a pas changé, mais effectivement, ce qu'on trouve au cœur de la ville a changé. Vous voyez là aussi, on peut dire qu'ils sont free CO2, complètement free CO2. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se déplacer sans du tout émettre de CO2, puisqu'ils nourrissent les chevaux avec des champs. Du
coup, voilà, on est sur une économie circulaire locale, ce qui fait qu'ils n'ont pas de... Alors, on va enlever la ferraille qui est nécessaire pour faire les essieux, mais on peut dire que c'est anecdotique par rapport au reste. Alors n'empêche que Paris est encombré, il n'y a pas de possibilité de se déplacer facilement, donc on se retrouve avec un Paris qu'il faut nourrir, et il faut nourrir tous ces Parisiens, donc ça veut dire beaucoup de charrettes tous les jours qui arrivent dans Paris. Du coup, il y a les halles de Paris, c'est un peu insalubre. Autour de tout ça, c'est compliqué. On a la rue de Rivoli, par exemple, qui est pareil, très encombrée, avec énormément de transport. Puis en plus, c'est à chaque fois, ça prend de la place, parce qu'il y a le cheval, voire les chevaux. Donc on est, rien que pour transporter une personne, on peut avoir un attelage qui fait 10 mètres de long, donc c'est très compliqué. Donc là, il y a une rupture complète, on passe dans la modernité. Et pour l'exposition universelle de 1900, eh bien, on décide de créer le métro. Voilà. Donc là, c'est un tournant pour la ville de Paris. Ils vont commencer par la ligne 1 que vous voyez là. Donc là, c'est toujours la même rue, c'est la rue de Rivoli. Donc ils ouvrent simplement la rue, ils décaissent complètement, et puis ils en profitent pour faire les réseaux d'assainissement, etc. Et puis ils font une structure métallique qui repose la chaussée dessous, et en dessous, il y a le métro qui passe. Voilà, donc des travaux très lourds, intenses. C'est le début aussi des émissions de CO2, du coup, parce qu'une tonne d'acier, c'est 2 tonnes de CO2. Donc ça veut dire que là, vous avez des milliers de tonnes de CO2 qui sont déversées dans les rues. Donc c'est le début, voilà, de la bascule vers un changement climatique. Alors qui dit métro dit électricité. Ça veut dire qu'on commence à construire aussi autour de Paris des usines de production d'électricité à base de charbon, du coup. Là vous avez celle de Saint-Denis, qui va devenir le futur village olympique. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ça c'est la cité du cinéma de Luc Besson, qui est en fait une grosse usine de production d'électricité, et qui a été réhabilitée, rachetée par Luc Besson, et puis transformée, voilà. Et maintenant il y a des studios de cinéma qui sont à côté, juste là. Voilà, donc du coup, beaucoup de consommation de charbon qui arrivait par la Seine pour faire fonctionner le métro, notamment les trams, parce qu'il y a beaucoup de trams électriques aussi. Et puis, il va y avoir ensuite le début de l'électrification des voies ferrées, donc une consommation énorme de charbon. Alors, ils n'étaient pas manchots à cette époque-là, je trouve, moi, parce que le Flugence, là, bienvenue, cet ingénieur en chef chargé de la construction du métro, il a fait les 13 lignes de métro en 12 ans, quoi. Enfin, 14 ans, mais en 1914, les 13 lignes étaient là. Paris avait été ouvert de fond en comble pour construire les 13 lignes, mais ils ont construit les 13 lignes en 14 ans. C'est une prouesse, puisqu'ils n'ont pas, vous l'avez vu, ils utilisaient très peu d'engins pour faire ça. Donc vous voyez, tous les 50 ans, finalement, il y a des grosses ruptures. Haussmann qui évente complètement Paris au milieu du 19e, 50 ans après, on recasse complètement Paris pour faire le métro. C'est la dernière fois qu'on va casser complètement Paris. Alors l'argent, c'est privé, en fait, c'est le baron Empin là, qui apporte un capital, et puis il y a une convention qui est passée avec la ville de Paris pour construire le chemin de fer métropolitain de Paris, qui n'est pas encore... la RATP n'existait pas, puisque c'est nationalisé en 1948, après la guerre, avec les grandes nationalisations EDF, RATP, etc. Et du coup, on était sur une logique concessive, quoi. Je demande l'autorisation d'installer le métro, je fais payer ceux qui utilisent le métro, je me rembourse avec l'utilisation du métro. Alors, est-ce que ça va résoudre le problème ? Non. Paris est toujours embouteillé, on a eu beau creuser en dessous pour faire des lignes de métro, eh bien on a encore des embouteillages après-guerre. Là encore la rue de Rivoli, qui est toujours la même, qui est embouteillée. Et du coup on décide de faire le périphérique. Donc le périphérique, c'est on construit à la place de l'enceinte de Thiers, qui avait été faite au milieu du 19e siècle, et à l'endroit de cette enceinte fortifiée, eh bien,
on arrase et puis on crée le périphérique. Là, vous avez l'échangeur de la porte Maillot qui est en construction, donc, et le périphérique est fait entre 56 et 73. Donc là aussi c'est une rupture parce qu'on passe finalement du transport en commun au règne de la voiture. Hein, le pétrole arrive en masse au début des États-Unis, ensuite il arrive du Moyen-Orient. Il n'est pas cher. Les premiers pétroles à explorer à exploiter sont très peu chers, c'est 5 $, le baril. On fait un trou, il y a du pétrole qui sort, on transporte et puis c'est bon. Donc c'est très pratique et donc c'est l'essor de la voiture et la voiture va devenir reine, vous allez le voir, pendant un certain nombre d'années. Alors il y a ce problème de circulation donc avec la création du périphérique et puis on a un autre problème, c'est que la banlieue c'est essentiellement des bidonvilles qui entourent Paris. On a pas mal d'immigration du sud de l'Europe, donc les Italiens, les Espagnols, les Portugais, après, etc., qui arrivent en masse pour travailler. Et puis ils logent dans des caravanes, des carrioles, des baraquements tout autour de Paris, donc ils s'appuient un peu sur le périphérique. Hein. Donc on est vraiment une première couronne qui est très pauvre et constituée de bidonvilles. On voit par exemple le grand bidonville qu'il y avait sur Nanterre, et alors que le CNIT est déjà construit. Donc à côté du CNIT, ce n'était qu'un immense bidonville. Donc pour répondre à ces problématiques de logement, de dynamique, pour éviter aussi d'engorger la capitale, il y a donc Paul Delouvrier qui fait une proposition, donc un haut fonctionnaire qui a eu pas mal de fonctions pour organiser la France en 1965, qui crée l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, et il ponde un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Et la grande idée, en fait, c'est d'écarter la population en créant les villes nouvelles. Donc en 1965, on a la création des villes nouvelles. L'objectif, c'est d'avoir des pôles d'à peu près 200 000 habitants. Ils n'y seront pas vraiment arrivés, on n'a pas encore des pôles de 200 000 habitants. Mais avec Cergy, Marne-la-Vallée, Évry et puis Sénart qui sont créés. Alors du coup, si on écarte et qu'on crée des gros pôles qui ressemblent... Enfin, l'objectif, c'était presque de recréer des villes de province déjà de bonne taille, 200 000 habitants, c'est déjà des villes de province de bonne taille. Il faut aussi permettre à ces banlieusards de circuler. Généralement, les bureaux étant plutôt à Paris, il faut les amener à Paris. Et donc, dans la foulée, on crée le RER. Donc le RER va permettre de rejoindre justement ces nouvelles agglomérations et puis de les relier à une centralité qui est toujours Paris. Et on crée du coup le hub des Halles, qui est le plus grand hub d'Europe actuellement. Et on a une des lignes les plus denses, avec la ligne A, qui a 50 000 passagers à l'heure sur la ligne A. Voilà, alors ça, est-ce que ça résout le problème ? Ben non, toujours pas. On a toujours en 1975 des bouchons. Donc du coup, on crée Bison Futé. Là, je pense qu'il y aurait ça tout le monde. Bison Futé, qui permettait de trouver des astuces pour s'écarter des voies embouteillées. Et on décide de recréer du coup une nouvelle autoroute, qui est la 86, et qui va finalement doubler le périphérique. Mais vous le voyez, toujours avec la voiture finalement reine. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas de permettre un nouveau mode de transport, mais on refavorise finalement les échanges avec les voitures, et du coup on recrée ce périphérique qui est assez long à construire, 94-2011, pour pareil désengorger, éviter que quelqu'un qui a besoin d'aller dans le nord de Paris évite de repasser par le périphérique, mais prenne ce second périphérique à l'extérieur. Et ça ne résout pas le problème. L'activité économique, la densification fait que on a toujours un périphérique qui est très dense. C'est d'ailleurs l'autoroute urbaine qui actuellement est la plus empruntée en Europe. Alors il faut dire que le parc de véhicules a explosé. On est sur 38 millions de véhicules actuellement en France. Un parc de véhicules qui augmente, donc ça veut dire des routes, ça veut dire des parkings.
Et puis on a une population aussi en Île-de-France qui a cru jusqu'à 12 millions d'habitants actuellement. Donc une attractivité de la région parisienne très forte. C'est un peu la spécificité de la France, on a un centralisme très fort dans la lignée de ce qu'a fait Napoléon. Du coup on n'a pas des grands pôles à peu près équivalents comme on peut trouver en Allemagne ou ailleurs. On a une région parisienne qui est un peu surdimensionnée et du coup toutes les infrastructures on court après la densification de l'Île-de-France. Voilà, donc on n'a toujours pas résolu cette densification, on a toujours des autoroutes, on a beau en construire, elles seront toujours saturées 10 ans plus tard. Et puis on voit apparaître des nouveaux enjeux. On voit apparaître des nouveaux enjeux, donc il y a une vingtaine d'années, on commence à parler fortement du changement climatique, avec l'arrêt des émissions de CO2 et du coup l'arrêt de la consommation des énergies fossiles. Il y a la pollution particules aussi, c'est un sujet qui commence à monter fort. Hein. On parle de 40 000 morts prématurées par an en France tous les ans. Et puis il y a la nécessité de désenclaver certains quartiers, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des zones dans la banlieue qui sont complètement oubliées des transports en commun. Il est très difficile pour les gens qui y habitent de se transporter. Et puis il y a la nécessité de répondre aux besoins de logement et il y a besoin de construire 70 000 logements par an. Donc tout ça fait que les autorités se saisissent du sujet. Et en 2007, il y a le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui annonce l'intention de l'État de développer une vision globale de l'aménagement pour la région Île-de-France. On ne parle pas encore du Grand Paris, mais voilà, il y a la vision de reconfigurer tout ça et de redonner une dynamique. Donc il lance officiellement la consultation internationale du Grand Paris, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, en mobilisant un certain nombre d'architectes de grand renom, avec un objectif, c'est que Paris doit rester une ville-monde, pour rester au même niveau que les grandes métropoles mondiales. Alors pour ça, il va nommer Christian Blanc, secrétaire d'État directement rattaché au Premier ministre, qui finalement va créer ces ateliers, ces équipes de consultation internationale qui vont travailler pour finalement imaginer ce que pourrait être ce qu'on commence à appeler le Grand Paris. Comment vous voyez la réorganisation de l'Île-de-France pour qu'elle rayonne dans le monde dans les prochaines années. Donc voilà, il y a des équipes qui vont proposer par exemple que finalement Paris c'est bien, mais il n'y a pas de port à Paris. Donc une grande métropole qui n'est pas reliée à la mer, c'est pas vraiment une métropole. Donc on propose d'aller jusqu'au Havre, et finalement le Grand Paris, c'est ce qui va de Paris au Havre. Et ça doit inclure Rouen, les méandres de la Seine, donc il faut repenser complètement comment Paris s'organise par rapport à la mer. D'autres vont parler de rhizome. On a Christian Porzampar, par exemple, qui va dire oui, mais on doit travailler sur des rhizomes pour relier des pôles. Alors on ne voit pas trop comment tout ça peut s'articuler. D'autres vont travailler plutôt sur la densification urbaine. Vous savez que plus on a une densification urbaine, moins on émet de CO2, puisque les gens qui habitent sur place font moins de kilomètres pour aller se nourrir, travailler, s'habiller, etc. Donc ils repensent la façon dont on pourrait réorganiser nos pavillons de banlieue avec une densification plus importante. Et puis on a d'autres équipes, notamment celle de l'atelier Castro, qui se disent finalement si on veut redonner du dynamisme à la région Île-de-France, il faut travailler la culture, l'art. Donc on va créer des œuvres majeures qui vont baliser l'ensemble de l'Île-de-France, qui seront des phares culturels sur lesquels tout le monde pourra s'accrocher et qui vont amener de la dynamique. Bon, de tout ça, finalement, on ne va pas en retenir grand-chose. On commence à voir se dessiner finalement quelque chose de beaucoup plus pragmatique, c'est comment on relie tous ces pôles qui sont désenclavés. Donc on commence à voir apparaître des schémas de métro tout simples et qui s'éloignent des grandes idées des équipes d'architectes. Donc ça crée une grande frustration du coup dans ces équipes. Donc on a Jean Nouvel par exemple qui se répand dans la presse en disant que Christian Blanc est en train d'enterrer Grand Paris, parce qu'effectivement la grande dimension qu'il voulait donner,
en faisant travailler ces équipes d'architectes. Alors ils auraient pu continuer, en les mobilisant sur finalement, même si un métro, comment vous imaginez-vous, et l'urbanisme, et la façon d'y vivre, etc. Tout ça s'est un peu arrêté, et on s'est contenté finalement d'une loi en 2009, la loi du Grand Paris, qui a créé donc deux entités. La Société du Grand Paris, qui est chargée de construire du coup le métro, avec ses 68 gares et ses 200 km de voies, et puis la Métropole du Grand Paris, qui est une entité administrative, donc un nouveau découpage de l'Île-de-France, pour aller vers une simplification, en se disant on va supprimer les départements, on va créer la métropole, donc on enlève des couches, et puis du coup on va pouvoir avoir une taille suffisante, parce qu'un département c'est pas assez gros, pour gérer une métropole de 12 millions d'habitants avec un bon niveau. On reviendra sur la métropole après, on va regarder dans un premier temps la Société du Grand Paris. Donc la Société du Grand Paris, donc qui est active actuellement, est chargée finalement de faire comme vous avez vu les travaux du métro pour l'exposition universelle de 1900, c'est de créer tout simplement un métro souterrain principalement. Il y aura juste des petits morceaux en aérien mais quasiment rien, quasiment tout est en souterrain, avec la création de 68 gares réparties sur l'ensemble de l'Île-de-France, avec 4 nouvelles lignes jusqu'à la ligne du coup 18. On part de 14, 15, 16, 17, 18. On rajoute 4 nouvelles lignes de métro qui vont rayonner, qui vont soit passer à l'intérieur de Paris dans le prolongement de la ligne 14, soit plutôt être en périphérie pour permettre de relier des quartiers. Donc au début, ils étaient partis sur 30 milliards. Je pense qu'ils vont dépenser 7-8 milliards de plus du fait des soucis techniques qu'ils vont rencontrer, etc. Mais en tout cas, voilà ce qui a été lancé, et l'objectif c'était de relier ces pôles, c'est ce qu'ils appelaient les hubs nationaux, qui étaient mal desservis, par exemple le plateau de Saclay, Clichy-sous-Bois, etc., et qu'il était nécessaire de relier pour pouvoir se déplacer facilement, et du coup créer du dynamisme économique. Alors, les recettes, les voilà. Donc il y a eu 500 millions qui provient des taxes sur les surfaces de bureaux, le co-commerciaux, etc. Puis il y a 200 millions de taxes diverses sur la publicité, etc. Donc ils ont créé des taxes qui permettent, par des recettes annuelles, et d'emprunter et de financer une partie du métro. Bon, je pense qu'il va en manquer une petite dizaine de milliards, mais sur 40, ça devrait quand même le faire. Alors, où on en est actuellement, ça avance pas mal. Là, vous avez en violet les tunneliers qui ont terminé, qui ont fini de creuser. Vous avez en vert ce qui est en cours de réalisation, donc les tunneliers qui sont actifs. Jusqu'à présent, il y a 24 tunneliers qui ont été baptisés. C'est le plus gros chantier d'Europe, actuellement. Et puis, il y en a un qui est en cours de montage de l'autre côté. Voilà, donc ils sont dans la perspective de terminer avant 2030 l'ensemble de la boucle. Alors, il y a juste ce tronçon-là, c'est relié Versailles à la Défense. Pour l'instant, c'est en pointillé parce qu'il n'a pas été budgété et ils ne savent pas encore exactement où est-ce qu'il pourrait passer pour terminer la boucle. La boucle de la ligne 18 qui relie Orly, Massy, le plateau de Saclay, et qui revient sur Versailles. Voilà, donc ils font ça par tronçon. Alors du coup, il y a beaucoup de tunneliers. Alors c'est plutôt de la technologie allemande, d'après ce que j'ai vu. Donc le tunnelier, c'est un énorme engin qui vient creuser la terre et qui progressivement, c'est une machine très longue puisqu'ils mettent les moussoirs au fur et à mesure. Donc une fois que le tunnelier est passé, le tunnel est fait. Il n'y a plus besoin d'y revenir. Enfin, il faut l'équiper avec l'électricité, les caméras de vidéo de surveillance, etc. Voilà. Et puis ils ont des petits noms. Donc là, par exemple, c'était le tunnelier Amandine qui a été inauguré. Alors, on crée effectivement un métro, mais c'est surtout en fait les 68 gares qui vont avoir un
un impact important, puisque du coup, ce qu'ils annoncent, c'est la création de 140 km² de nouveaux quartiers. C'est une fois et demie la ville de Paris. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer, finalement, autour de ces nouvelles gares, un urbanisme nouveau qui représente une fois et demie la ville de Paris. Alors pourquoi ça c'est possible ? Parce que du coup, qui dit gare, dit un foncier qui prend de la valeur, et des terrains qui ne trouvaient pas preneurs, c'est-à-dire que les promoteurs trouvaient, ils n'allaient pas pouvoir vendre les appartements suffisamment un prix élevé pour justifier la création d'un immeuble. Eh bien, le fait de créer une gare à proximité, à 500 mètres, à 800 mètres, du coup, on peut vendre le logement 5 000 euros du mètre carré, 6 000 euros du mètre carré. Dans certains quartiers de Saint-Ouen, maintenant, on est à 7 000 euros du mètre carré, ce qui était complètement inenvisageable auparavant. Et du coup, il y a les moyens de créer énormément de logements. Donc, par la ligne de métro et par la création de gares, finalement, on crée de la valeur financière virtuelle, puisque voilà, mais de la valeur. Et du coup, ça permet de faire émerger des nouveaux projets. Alors, si on revient maintenant à la gouvernance de l'Île-de-France, qui est un peu compliquée, puisqu'on a eu des départements qui ne sont pas si vieux que ça, avec un découpage administratif qui plaît moyen, parce que la région Île-de-France, finalement, a des compétences, mais c'est la ville de Paris qui domine un peu. On sent qu'il y a une rivalité entre la ville et la région. Et puis il y a des départements qui essaient d'exister au travers de tout ça. Donc quand ils ont décidé de créer la métropole du Grand Paris, c'était pour simplifier. En fait, on n'a rien simplifié du tout, puisque la métropole a été créée. Donc c'est toujours Ollier qui en est le président, donc en 2016. Mais finalement avec des compétences extrêmement réduites, de développement économique, voilà, donc avec une fiscalité mais qui redistribue. Et donc les compétences sont tellement réduites qu'ils essaient d'exister. Donc une première, alors ils ont été sous-découpés en plus en ETP, donc en territoire géographique. Donc finalement on a rajouté au département et une métropole et un sous-découpage de la métropole. Alors ils ont du coup, pour se trouver une justification, Ollier a pris exemple sur la ville de Paris, qui avait créé un grand concours qui s'appelait Réinventons Paris, en se disant, voilà, on va mettre en vente un certain nombre de terrains ou d'immeubles dans Paris qui étaient en déshérence, et par une belle publicité, on va attirer à nous les meilleurs architectes, les plus grands promoteurs, et on va pouvoir refaire un certain nombre d'ouvrages et de sites avec ça. Donc Ollier s'est dit, je vais faire la même chose. Donc il y a quelques années, donc il y a 3-4 ans, il a lancé Inventons la métropole du Grand Paris, en demandant aux communes de lui proposer des sites pour de nouveaux quartiers. Et du coup, il a eu un sacré succès sur ce premier appel à projet, puisqu'il y a eu 120 sites qui ont été remontés par les communes. Et ils en ont retenu 60, enfin 57 plus exactement, sur lesquels il était possible de les mettre en concurrence. Et donc il y a tous les professionnels du monde et de la promotion et de la construction qui se sont rués là-dessus. Donc il y a eu 400 groupements qui ont concouru, et du coup ça a abouti à la création de 2,6 millions de mètres carrés, avec des projets qui étaient plus ou moins mûrs. Voilà. Donc 5 ans après, il n'y a pas encore beaucoup de projets qui sont sortis de terre, c'est encore un peu compliqué. Mais il y a quelques gros morceaux qui sont en train d'avancer quand même. Vous avez ici Villiers, le balcon sur Paris. C'est un projet de la compagnie de Falsbourg que vous voyez là. Donc un des gros quartiers qui pourrait être créé. Vous avez l'objectif de le faire entièrement en bois, je ne suis pas sûr qu'ils puissent le faire. Vous avez les Ardoines ici, donc c'est là où il y a tous les travaux en ce moment sur la ligne C. Quand vous allez sur Paris, vous savez, il y a énormément de travaux. Donc ça, c'est le gros projet des Ardoines. Et puis vous avez celui qui va se faire du coup pas très loin du Stade de France. Donc c'est les Lumières Pleyel, qui va être du coup au-dessus quasiment de la future gare où vont se croiser toutes les nouvelles lignes de métro sur Pleyel. Donc ce sera le deuxième hub de transport de l'Île-de-France une fois que ce sera terminé.
Du coup, très gros projet, à chaque fois, c'est 170 000 m², 180 000 m², donc des énormes quartiers qui sont construits à cette occasion. Voilà, donc, mais finalement, Ollier, il a eu que ça à se mettre sous la dent, hein, ces grands projets, plus la construction du centre aquatique olympique pour les Jeux Olympiques, qui va se faire devant le Stade de France, sur les anciens terrains de gaz, là, où il y avait le laboratoire de gaz de France qui est devenu Engie. Donc c'est le seul ouvrage que la métropole a construit depuis qu'ils ont été créés. Voilà, puis il y a un autre projet qui arrive sur la région Île-de-France, c'est justement les Jeux Olympiques, 2024. Alors, ils pensaient que certaines lignes seraient terminées, notamment la 15 et la 16, mais finalement elles ne seront pas au rendez-vous. Donc il va falloir patienter un peu, ils ne pourront pas profiter au moment des JO de cette possibilité de se déplacer, notamment jusqu'au Bourget, pour pouvoir aller voir des épreuves ou autres qui sont assez réparties entre Paris et puis finalement le nord de l'Île-de-France. Voilà, en tout cas, la création du village des athlètes, là aussi, a permis l'émergence d'un nouveau quartier. Donc le Grand Paris, c'est aussi ça, c'est accueillir des nouveaux quartiers. Et vous reconnaissez peut-être ici, du coup, la Cité du Cinéma. Donc c'est l'usine de charbon que je vous ai montré tout à l'heure, qui avait été créée donc pour alimenter en électricité Paris. Donc la Cité du Cinéma qui est ici va être du coup insérée dans un nouveau quartier avec un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui ont remporté des lots. Donc c'est l'achat d'un terrain pour faire des projets avec un cahier des charges pour loger les 17 000 athlètes et leurs accompagnants pendant les Jeux. Voilà. Alors il y a eu un cahier des charges assez fort sur justement pour que ce soit la volonté pour eux, c'était de montrer le savoir-faire français sur la ville de 2030. Donc il fallait émettre très peu de CO2 par exemple pour la construction. Donc, il y a pas mal on commence à avoir beaucoup de construction en bois avec du béton un peu neutre en carbone, etc. Voilà. Et puis la mobilité douce, voilà. C'est un quartier, par exemple cette passerelle qui va être faite sur la Seine est interdite aux voitures, par exemple. Vous avez ici un écoquartier qui s'appelle l'écoquartier fluvial, pareil, où les voitures sont interdites. Donc les gens garent leurs véhicules sur des parkings silos de chaque côté, et dans le quartier, il n'y a plus aucune voiture. Si vous allez dans des centres de vacances, c'est un peu comme ça, comme Center Park, il n'y a pas de voiture qui circule. Voilà, donc du coup, une région en mouvement, c'est un peu la conclusion de cette première partie de présentation. Donc une région Île-de-France qui a couru finalement toujours après un mouvement assez fort sur les transports, qui a été rattrapé par l'arrivée massive de personnes, avec les bidonvilles, et donc la nécessité de se repenser, de se récréer. Donc on aura ce Grand Paris Express qui va être en héritage, donc plutôt bien parce que du coup des déplacements qui seront peu émetteurs de CO2 pour ceux qui vont les emprunter. Mais par contre, sur un plan politique, on peut dire que la métropole du Grand Paris n'a pas réussi sa mue, puisque on a conservé les départements, on a rajouté une couche, donc il y a encore un gros travail à faire si on veut simplifier et rendre efficace la partie politique, disons, de la métropole du Grand Paris. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie de conférence que j'ai fait un peu plus vite qu'à d'habitude. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie. Moi j'en ai une, ça concerne les transports. On parle que du métro, on ne parle pas de tram ou de transport type téléphérique. Alors il y a eu effectivement, se sont greffés. Alors l'autorité concédante, c'est Île-de-France Mobilité, qui a autorité à organiser les transports en Île-de-France. Et là je vous ai parlé que ce qui était de la responsabilité de la Société du Grand Paris. Mais par contre, Île-de-France Mobilité, à côté, bien sûr, crée énormément d'infrastructures nouvelles. On a par exemple le tram Évry-Massy, qui est en cours de construction. Vous voyez certainement les travaux à Épinay, qui est indépendant de cette boucle de 200 km qui a son objet unique, quoi.
Mais on voit fleurir partout, en banlieue, effectivement, énormément de trams. Et il y a même un téléphérique, je crois, qui va être fait à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Je crois qu'il y a même question d'en faire un à Bretigny aussi, je crois. Alors ils aimeraient bien, oui. Mais je ne sais pas si ça se concrétise. On va accueillir sur la base aérienne beaucoup de festivals, Voilà, donc il faudrait améliorer les transports en commun sur la base aérienne. On croise les doigts, on verra peut-être. Après, il faut des téléphériques, voilà, qui a une bonne densité. Que, si on va regarder par exemple, un match au Stade de France, c'est vrai que le fait qu'il y ait deux RER juste à côté, on peut évacuer 30 000, 40 000 personnes en une heure, ce qui serait difficile de faire avec un simple téléphérique. Donc c'est vrai que la capacité est un peu variée. Voilà. Bon, il y a une question qui me vient dans tout ce que vous avez dit, dans ces extensions, c'est tous ces gens-là, ils boivent pas, ils mangent pas. Alors, 1914, il y avait encore des fermes dans Paris. Ouais. Montreuil, c'était du maraîchage, beaucoup de maraîchage. Là, j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup artificialisé le sol. Sénart, bon, il y avait une magnifique forêt. Bon, maintenant, ce qu'il en reste, c'est vraiment terrible. Ouais, c'est sûr, on est pris dans nos contradictions de construire 70 000 logements par an. Et puis en même temps, on a une obligation maintenant d'être sur une artificialisation des sols zéro. C'est-à-dire qu'on ne peut plus trop... voilà. Donc ça veut dire densifier. Donc, ça veut dire détruire des quartiers qui étaient à R+2, R+3, reconstruire sur du 4-5, voire 7, 8, 9, comme sur le village olympique que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on va vers une densification urbaine plus importante pour ne pas prendre de terres agricoles. Et vous avez tout à fait raison de soulever le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de nourrir 12 millions de personnes avec des problématiques de changement climatique qui nous attendent. Ça va être un petit peu le deuxième sujet que je vais vous montrer juste après. Mais c'est clé. Certains chercheurs pensent que dès qu'on dépasse 200 000 habitants, on va avoir du mal à faire vivre une cité de plus de 200 000 habitants, parce qu'il faut trouver un compromis entre effectivement pouvoir transporter suffisamment de nourriture pour nourrir ces 200 000 habitants, et puis avoir une densification urbaine qui permet aux gens de travailler, d'avoir des activités culturelles, etc. Donc il y a un juste milieu à trouver, qui est en lien justement avec la nourriture. Vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'une des raisons de l'explosion de la région parisienne, ça n'a pas été aussi l'explosion de la spéculation foncière? Je veux dire qu'il y a de ça, comme je suis déjà assez âgé, à Paris, le mètre carré était, disons, 2x, et aujourd'hui, il était 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois le prix de ce que c'était quand j'étais jeune. Ce qui a eu comme conséquence que toutes les classes laborieuses, d'une part, sont incapables de vivre à Paris, et elles se sont ensuite déplacées en proche banlieue et en banlieue encore un peu plus lointaine, etc., etc. Alors bien sûr, le malheur de ce que je vous raconte, c'est que quand je vous dis qu'à Saint-Ouen, le prix du mètre carré, maintenant, il est à 7 000 €, ça veut dire que les femmes de ménage qui avaient l'habitude d'habiter là pour aller faire le ménage à la Défense, elles ne peuvent plus habiter là, tout simplement. Donc ça veut dire qu'elles se retrouvent encore à 20 minutes de plus de bus ou de métro. Donc ça veut dire qu'on recrée des conditions difficiles de vie pour toute une catégorie de personnes. D'où la nécessité d'avoir des logements sociaux en masse, on va dire, dans les quartiers. Mais la spéculation de Paris, c'est lié aussi à l'attractivité de Paris. C'est la ville la plus visitée au monde. C'est une ville qu'on dit musée. Donc ça veut dire qu'il y a une valeur liée à son urbanisme, à ses musées, à ses monuments. Voilà, ça c'est un peu là. Toutes les usines
qui était dans le 15e arrondissement, je pense à Citroën. Bien sûr, Tout ça, ça a complètement disparu. bien sûr. Ça n'a pas disparu, ça s'est déplacé. Oui, c'est le quartier. Le, ça, les le quartier là, le long de Seine, ça a disparu. Oui, mais les usines se sont déplacées par Oui, mais bien l'extérieur. sûr, oui. Donc, Ouais. la population s'est aussi déplacée vers l'extérieur. Bah, c'est sûr, si vous avez un promoteur, pour un promoteur, c'est plus rentable de faire 200 logements, je vais vendre à 7 000 € de mètre carré, que d'avoir une usine avec des loyers qui sont ce qu'ils sont. Quoi. Enfin, on est prisonnier en fait de. Voilà. Alors après, il faut réguler, il faut dire. Faut avoir une législation qui interdit, qui contraint, qui restreint, il faut un État fort, il faut une région forte et qui n'autorise pas certaines choses. Voilà. Faut retrouver. C'est pour ça que je vous ai présenté de l'ouvrier tout à l'heure. Il y a peut-être certainement une logique de plan aussi à retrouver qu'on a perdu. On ne planifie plus, on n'a plus de vision à long terme, il faut retrouver quelque chose de fort sur cette planification. On en aura de toute façon besoin pour la transition énergétique, donc autant le faire pour l'urbanisme, ça c'est sûr. Non, en fait, ce qu'on fait là pour la volonté de faire le Grand Paris, c'est ce que toutes les autres villes européennes ont fait il y a déjà longtemps. Londres, ça fait combien de temps qu'ils ont fait ils ont absorbé toutes les villes autour, ce qui fait que quand on regarde les comparaisons sur Internet des surfaces des villes, etc., on a Paris qui est une ville minuscule par rapport à toutes les autres. Londres a été beaucoup détruit pendant la guerre, donc ils ont pris de l'avance, comme Berlin. Oui, mais Londres, oui. Voilà, donc l'idée de la métropole, c'était ça. C'était de retrouver une surface équivalente aux grandes métropoles européennes, du coup, la puissance administrative, la puissance... Et puis l'État s'est dit aussi, Paris est peut-être trop centralisé avec ses ministères, donc on va délocaliser un certain nombre de choses, mais ça fait plaisir à personne. Puis après, il y a les présidents de départements qui ne veulent pas qu'on leur retire leur poste, donc ça manœuvre dur pour qu'on ne supprime pas les départements. Enfin, voilà, on sent qu'on est dans des situations très compliquées. Quoi. Et la densification, moi j'entends beaucoup routes, immeubles, etc. Mais la densification, c'est aussi la densification des humains. Hein, et quelles relations ils peuvent avoir dans des quartiers avec des tours de 7 à 8 étages, alors qu'on voit bien ce que ça a donné à certains endroits, les problèmes sociaux. Donc, est-ce qu'on ne va pas créer à nouveau des problèmes en densifiant comme ça? Alors, ça va dépendre de comment est organisée la cité, en fait. C'est-à-dire que si vous avez une cité ou une ville, entre guillemets, où il n'y a pas d'activité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de commerce, il ne se passe rien, donc ça veut dire que les personnes dorment là, et puis c'est tout. Voilà. Et vous voyez, Paris, c'est une ville des plus denses au monde. Paris est une ville extrêmement dense. On est largement au-dessus de toutes les villes américaines, etc. Pourtant, c'est une ville agréable. C'est une ville agréable pourquoi? Parce que tous les pieds d'immeubles, il y a des cafés, il y a des commerces, il y a de l'activité, les gens se voient, il y a une vie, il y a une vie humaine, justement. Les gens n'ont pas forcément besoin de voiture dans Paris. Donc, ça veut dire qu'on se déplace beaucoup à pied, on peut se croiser, on peut se parler, Donc, voilà. C'est plus la pauvreté, la paupérisation qui fait le malheur, peut-être que... voilà. Donc si on fait une ville... Alors c'est ce qu'ils essayent de faire dans les nouveaux quartiers. C'est justement la mixité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un quartier, on va avoir... la moitié, ça va être des bureaux, des activités économiques, industrielles, etc. Il y a une autre moitié, ça va être du logement. Et dans ce logement, il y aura 30% de logements sociaux. Et les pieds d'immeuble, il y aura de l'activité économique. Et puis on va créer un tiers-lieu. Et puis on va créer un gymnase. Et puis on va créer... Voilà. C'est-à-dire de ne pas recréer les erreurs des années 60-70 où on a créé la Courneuve, la Cité des 4000, Grigny, voilà, Grigny 2 par exemple, ou la Grande Borne, des quartiers où finalement on ne fait que dormir. Il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que dans les pieds d'immeubles, il ne se passe rien. Oui, mais à l'époque de la construction de ces grandes zones, il y avait eu toute une présentation avec la ville nouvelle, avec les avantages, l'aspect culturel, tout avait été présenté comme ça. Bien sûr. Et puis après, le problème c'est comment on fait pour que après la situation ne se dégrade pas et que petit à petit on se retrouve avec la situation que l'on a actuellement dans ces grandes barres d'immeubles. C'est sûr. Et puis pas seulement dans les barres d'immeubles,
Saint-Michel, si on prend cet exemple, là où on est, centre commercial qui était relativement vivant, je suis arrivé, ça devient un désert complet. Oui. On voit bien que ça erre autour et qu'il n'y a plus de fonction, il n'y a pas de centre-ville, enfin, et c'est un gros point d'interrogation dans les banlieues quand même, ça. On parlait du drugstore avant de démarrer. Parce que moi j'étais élevé à 100 mètres d'ici. J'étais petit, j'allais au drugstore. Alors après, effectivement, ça veut dire c'est quoi la place du public et du privé, par exemple. Ça pose cette question-là. Hein. Par exemple, si on prend Grigny 2, c'est une copro. Donc une copro au début c'est bien, c'était les logements du personnel Air France. Hein. Donc il n'y avait que les hôtels de l'air et les commandes de bord, hein, Grigny 2. Et puis la copro a vieilli. Donc ça veut dire que ça se dégrade, les entrées d'immeubles, il faut les repeindre, c'est moins moderne. Donc petit à petit, les gens qui ont des revenus vont s'acheter un truc ailleurs, et puis ceux qui remplacent ont de moins en moins de revenus. Et le problème de la copro, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez tellement de gens qui ont peu de revenus à l'intérieur, qu'on est dans une spirale infernale où moins on entretient, plus c'est les gens pauvres qui arrivent, et on n'arrive plus à les gérer. Donc il y a certainement à revoir aussi la place du public finalement. C'est-à-dire est-ce que finalement un bailleur social qui gère bien son parc, qui le fait évoluer, qui reçoit des aides, il va bien entretenir son patrimoine. Donc ça veut dire que les gens, quand un patrimoine est bien entretenu, on le dégrade moins. On a moins tendance à faire des tags ou se foutre complètement des boîtes aux lettres. Donc il y a certainement à repenser aussi la façon dont on gère l'habitat. Voilà. Avec peut-être une part du public plus important dans certains quartiers. Bon, je crois sur Grigny 2, c'est le cas. Hein, le successeur de la FTRP, c'est Grand Paris Aménagement. Grand Paris Aménagement, voilà, qui commence à racheter des... Je ne fais pas les spécialistes, qui Grand Paris Aménagement, donc puissance publique, qui rachète des appartements dans Grigny 2, qui les retape et qui les reloue, bien que mal, pour éviter que des appartements soient sous-loués, on se retrouve avec 40 personnes dans un appartement de F5, et ça devient ingérable, parce que les localisations ne sont pas prévues pour ça, ça veut dire que voilà, c'est... Donc il faut reprendre les rênes, quoi. Voilà. Ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs présidents, comme De Gaulle, Pompidou qui a changé, Giscard d'Estaing qui a changé encore le modèle pour faire les routes et tout. Il y a toujours eu des présidents qui ont changé le modèle de Paris, enfin de la ville de France. Il y a De Gaulle qui a une idée, Pompidou est arrivé encore plus moderne, qui a voulu autre chose, et après Valéry, comme Pompidou est parti de bonheur, Valéry a changé encore le système des routes et des... Le drame de l'époque Pompidou, c'est qu'on pensait que le pétrole est infini. Donc c'était le règne de la voiture. C'est les grands lotissements à Mency, où il y a 200-300 pavillons perdus au milieu de rien. Donc sur la voiture, on fait rien en fait. On fait rien, on peut tout faire en vélo, mais dès qu'on a 2 enfants, les bagages, les machins, ou je sais pas quoi, on prend la voiture. On va pas se... Voilà. Et les grands ensembles, c'est pareil. À Grigny 2, la Cité des 4000, il n'y avait rien. Quasiment pas de commerce. Donc ça veut dire qu'on est obligé à chaque fois de prendre la voiture. Donc si on rentre dans une logique de comment on se passe de tout ça, les gens sont bloqués. Voilà. Donc il faut recréer des trams, il faut recréer des transports en commun. Et du coup, cette vision de long terme, il faut la ressaisir, quoi. C'est quoi une métropole qui vit bien en 2070, 2080, où il n'y aura plus d'énergie fossile? Je commence à préparer la suite. C'est quoi? Voilà, comment on fonctionne? Comment vient la nourriture? On s'habille avec quoi? Comment on vit ensemble? C'est quoi tout ça? Voilà. Donc ça se prépare dès maintenant. Et là, il faut une vision. Il faut dire... voilà. Un aéroport, par exemple, il aura certainement moins d'activité. Ça veut dire que les autoroutes, on peut peut-être les utiliser en piste cyclable sur une partie, ou on les réhabiliter pour faire autre chose. Enfin, faut commencer à expliquer ce qui va se passer, pour que ça se passe dans la joie et dans le bonheur. Hein. Sinon, effectivement, ça ne va pas forcément se passer dans la joie et dans le bonheur. Est-ce que je continue? Oui. Alors, deuxième partie. La Ginov, hein, c'est la première fois que je fais une double conférence dans une conférence.
Alors, je vais vous présenter donc une planche que je présente à chaque fois. J'ai dû vous la présenter 5 fois, mais je vais vous la représenter à nouveau parce que c'est celle qui est au cœur de tout. Voilà, donc c'est finalement l'histoire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est la consommation d'énergie mondiale depuis 1850 jusqu'à nos jours sur un plan mondial. Donc au début, on n'utilisait que de la biomasse. Donc c'est ce qui se passe actuellement à Madagascar. On fait brûler du bois pour faire du charbon de bois. Donc le charbon de bois, on l'utilise pour la cuisine, pour chauffer, etc. Donc c'était l'époque de la biomasse pure. Et puis on a commencé à exploiter le charbon. Donc c'est à partir de 1850, vous voyez, mais c'est très léger. Hein. On est sur une petite ligne noire. Hein. Avec le début des lignes de chemin de fer. Donc ça veut dire des locomotives à vapeur, on brûle du charbon, et c'est le début de l'industrie. Donc ça veut dire les premiers bateaux à vapeur, les premières machines à vapeur, et donc on commence à pouvoir travailler le fer, avoir des laminoirs, avoir des choses qui ont commencé à construire ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple le métro de Paris, jusqu'en 1810. Et puis des États-Unis, il commence à y avoir des exploitants de pétrole. Et le pétrole, c'est merveilleux, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pétrole, ça a une densité énergétique extraordinaire. Donc, dans un litre de pétrole, on fait 10 km en voiture. Donc on déplace un objet qui fait 1,5 tonne ou presque 2 tonnes sur 10 km. Ça ferait rêver nos ancêtres. Et puis ça se transporte facilement, ça ne s'enflamme pas à l'air libre, on le trouve facilement, c'est assez bien réparti. Donc c'est ce qu'on trouve là en rouge, je vais le déplacer. C'est ce qu'on trouve en rouge ici et qui va finalement être la principale énergie du XXe siècle. C'est celle qu'on va consommer de plus en plus et c'est celle qu'on consomme actuellement, le plus même en France. Hein. Ça représente 34% de l'énergie mondiale. Alors, au début, quand on fore du pétrole, on trouve aussi du gaz, parce que le gaz, c'est l'aboutissement de la décomposition de la chaîne carbonée. Et donc, le CH4, c'est la plus petite molécule qu'on peut brûler. Et donc, quand généralement on trouve du pétrole, il y a toujours du gaz pas très loin. Mais au début, quand on ne sait pas le transporter, parce que le gaz, ça s'en va dans l'atmosphère, on le brûle. C'est pour ça qu'il y avait des torchères un peu partout, en Arabie Saoudite, là où on a commencé à exploiter le pétrole, parce qu'on brûlait le gaz. Et puis ils se sont dit c'est quand même dommage de brûler cette énergie qu'on pourrait vendre. Enfin, donc on va créer des méthaniers, on va créer des pipelines, donc on va créer des gazoducs qui vont permettre de transporter ce gaz. Et c'est ce qu'on a par exemple Nord Stream 2, Nord Stream 1 qui alimente l'Europe à partir de la Russie, et puis Nord Stream 2 qui a failli être mis en service avant qu'il y ait la guerre. Donc vous voyez, le gaz représente maintenant quand même une bonne part, hein, c'est 21% de l'énergie mondiale. Dans les années 70, il y a le début du nucléaire, avec il y a actuellement 440 réacteurs en service dans le monde. Alors il y a eu un certain nombre d'incidents jusqu'à Tchernobyl, Fukushima, qui ont refroidi beaucoup de pays pour faire du nucléaire. Et du coup, la part du nucléaire, depuis une vingtaine d'années, diminue. C'est-à-dire comme on a une énergie qui croît en pourcentage, on a le nucléaire qui décroît, donc on est à 6% en ce moment de la part du nucléaire. Au XXe siècle, il y a eu aussi les grands barrages hydrauliques, Serre-Ponçon, etc. Enfin, tous les grands barrages qu'on a, le barrage des Trois Gorges en Chine, qui n'est pas si vieux que ça, qui est énorme, hein, 12 mégawatts, 12 gigawatts pardon, de puissance. Donc avec, que ce soit en Afrique ou ailleurs, une part de l'hydraulique qui est allée aussi. Voilà. Puis on retrouve tout en haut la petite ligne bleue que vous avez là. C'est les nouvelles énergies renouvelables, donc c'est le solaire, l'éolien, etc. Tout ce dont on entend parler. Voilà, donc finalement, ce qu'on est, la façon dont on vit, on chauffe, on a de l'eau chaude quand on tourne le robinet, on a de quoi se transporter avec un véhicule, on a le droit des vacances, on a une retraite. Tout ça, c'est grâce à cette énergie, puisqu'on a des machines qui font tout ça pour nous. On n'est pas obligé de le faire nous-mêmes. Il y a 200 ans, nos ancêtres étaient obligés de se nourrir, de s'habiller, etc., en petites collectivités denses, autour de villages, pour faire tout ça. Donc notre mode de vie, alors dans les pays industrialisés, parce que je vous parlais de Madagascar tout à l'heure, eux ils n'ont pas accès à tout ça. Et dans les pays industrialisés, on est face à ça. Alors, vous voyez le problème, c'est qu'il faut qu'on soit neutre en carbone en 2050.
Donc si je vous refais la courbe dans l'autre sens, ça veut dire qu'on part de là et il faut arriver à zéro sur 80% de ce qu'on consomme actuellement. Donc dès qu'on voit ça, on se dit effectivement, là, c'est pas juste j'éteins la lumière de temps en temps, il faut repenser complètement. Donc quand je vous disais tout à l'heure, c'est quoi la ville de demain en 2070, comment on vit collectivement dans un monde où on se passe d'énergie fossile, il faut sacrément avoir un plan un peu costaud et soutenu. Dans la campagne présidentielle, vous remarquez, c'est pas un sujet qui est fait à une forcément à tout bout de champ. Alors malheureusement, des énergies fossiles, il y en a énormément encore sur Terre. On a énormément de réserves. Là, vous avez les réserves. Le charbon, c'est jaune, le pétrole, c'est rouge, et le gaz naturel, c'est bleu. Et vous voyez, donc on a des grosses réserves de pétrole au Moyen-Orient, mais on a du charbon aux États-Unis, en Russie, en Chine, et puis en Australie en masse. Et puis il y a des grosses mines, notamment en Allemagne, de charbon aussi. Donc ce que nous disent notamment les rapports du GIEC, c'est que pour ne pas dépasser les fameux 1,5 ou 2 degrés, faudrait que tout le jaune, on le laisse dans le sol et qu'on n'y touche pas. Donc on a un beau gâteau, il est sous nos pieds, et il faudrait qu'on laisse tout ce qui est jaune dans le sol et qu'on n'y touche plus, mais très rapidement, c'est pas dans 50 ans, c'est là, et la bascule, le rapport vient de sortir hier, donc ils disent que dans les 2-3 ans, il faut que ça y est, on parte sur une réduction très forte des volumes de CO2. Alors il y a des choses qui vont nous y aider, je pense, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc là vous avez les importations de gaz naturel vers l'Union européenne. Donc vous voyez le problème numéro 1 qu'on a en ce moment, avec nos 142 milliards de mètres cubes par an qui sont fournis par la Russie, alors que les autres fournisseurs représentent moins, effectivement. Alors c'est logique, parce que de la Russie, qui a d'énormes réserves, il suffit de tirer un gazoduc, un tuyau en métallique, on met un peu de pression dedans et puis hop, on a du gaz. Quand il vient du Qatar, voire d'ailleurs, ça veut dire qu'il faut effectivement un métallier, et on le verra tout à l'heure. Alors on produisait un peu de gaz, on avait le gaz de lac d'ailleurs dans le sud de la France, et puis notre plus gros producteur de gaz c'était la Norvège. La Norvège et puis les Pays-Bas, ils ont un petit peu depuis ici, mais c'était vraiment la Norvège qui était productrice de pétrole et de gaz depuis 30 à 50 ans, et qui représentait une bonne part. On avait 30% du gaz, par exemple. Quand j'ai commencé à faire les conférences, c'est ce que je disais, il y a 30% du gaz qui vient de Norvège. Et puis on avait la perspective d'une diminution progressive, puisque la Norvège a passé son pic de production il y a déjà 20 ans. Donc il y a 20 ans, depuis 20 ans, ils sont dans une pente décroissante. Ils n'arrivent plus à produire parce que les puits s'épuisent. Voilà. Ils sont arrivés à une saturation de leur capacité de production, que ce soit en pétrole ou en gaz. Donc ça va être compliqué d'aller chercher du gaz sur notre territoire européen. Alors du coup, il y a les États-Unis qui ont fait des annonces, vous l'avez vu ces derniers jours. Ils annoncent pouvoir livrer avant la fin de l'année 15 milliards de mètres cubes, et puis ils sont engagés à fournir 50 milliards d'ici 2030. Donc ça veut dire qu'ils vont faire des efforts de production de gaz aux États-Unis pour arriver jusqu'aux fameux 50, mais vous voyez, on est encore loin des 142 que nous fournit la Russie. Alors malheureusement, le gaz, alors pour ceux qui ont vu ma conférence sur le gaz de schiste, vous le savez, le gaz de schiste c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut d'énormes espaces, on fait des trous tous les kilomètres, tous les 2 kilomètres, on fait un forage horizontal ensuite, c'est-à-dire qu'on fait un premier forage vertical, ensuite sur 1 ou 2 kilomètres on fait un forage horizontal, on envoie de la pression, on éclate la roche, et puis on récupère le gaz dans des microbules qui remontent et qu'on récupère. Alors ça c'est très émetteur de CO2, parce que du coup, vous le voyez bien, rien que pour faire les puits, il faut des routes, donc ça veut dire tout ça c'est fait avec des camions au diesel. Donc c'est des camions au diesel qui vont faire les routes, les forages, les machins. Il faut de l'acier pour faire les forages, il faut de l'acier pour faire les forages horizontaux.
Et puis une fois qu'on a produit le gaz, alors il faut beaucoup d'eau, parce que la fraction hydraulique ça veut dire beaucoup d'eau, il faut des réservoirs d'eau, donc il faut amener de l'eau. Et puis ensuite c'est de l'eau polluée qu'il faut ramener ensuite. Donc il faut le... Voilà. Et puis une fois que le gaz il est produit, il faut le mettre dans des bonbonnes et ensuite il faut le transporter. Vous voyez bien, on va pas faire une voie ferrée à chaque puits, donc ça veut dire qu'il y a un camion encore qui vient chercher le gaz pour l'emmener ensuite un train, généralement c'est des trains, pour l'emmener sur des sites de GNL, donc de gaz liquéfié, pour emmener le gaz vers l'Europe. Alors on a déjà commencé, on a déjà les premiers métalliers, c'est-à-dire qu'on a là par exemple le bois des roches qui est alimenté par une chaufferie gaz, vous êtes déjà alimenté en partie par du gaz de schiste américain, qui est à 800 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est l'équivalent du charbon. C'est comme si on brûlait du charbon en émission de CO2. Alors il y a un autre effet, c'est que du coup, le puits, alors c'est des puits qui se tarissent très vite, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, il ne produit plus que 20% de ce qu'il produisait au départ. Donc au bout de 3-4 ans, l'exploitant, il le laisse tomber, il passe ailleurs. Donc c'est faire de l'exploitation de gaz de schiste, c'est passer d'un puits à l'autre tous les ans et du coup d'investir. Il faut investir en permanence pour couvrir un maximum de surface pour aller chercher du gaz. Donc quand ils annoncent 50 milliards de mètres cubes pour l'Europe en 2030, ça va émettre un peu de CO2. Voilà. Et puis il y a des fuites de méthane. Voilà. Et comme le méthane c'est un puissant gaz à effet de serre, c'est 25 fois plus puissant que le CO2. Donc ça veut dire que quand le méthane il va dans l'atmosphère, il a un pouvoir de réchauffement climatique très, très puissant. Voilà, donc il y a plein de défauts au gaz de schiste. Je ne vais pas refaire la conférence sur le gaz de schiste. Voilà, puis un méthanier c'est ça. Alors on a rajouté une couche. Donc on le liquéfie, le gaz pour le transporter, pour pouvoir transporter justement de grands volumes. Puisque dans un méthanier, il faut qu'on mette beaucoup de méthane pour ensuite l'injecter dans les réseaux. Donc là, on met des bonbonnes et on le liquéfie à moins 162 degrés. Donc à moins 162 degrés, le gaz devient liquide, mais il faut maintenir tout ça à moins 162 degrés. Imaginez les congélateurs qu'il faut pour maintenir ces bonbonnes à moins 162 degrés. Donc ça veut dire que le beau moteur fuel qui fonctionne là, pour faire ça, lui il doit aussi bien fonctionner pour créer l'électricité pour les compresseurs pour faire du froid. Voilà. Et donc une fois que ça arrive, on peut du coup le remettre en état gazeux et le réinjecter en pression dans les gazoducs. Voilà, donc ce que je vous dis, c'est que du coup, il va falloir sacrément s'en passer, quoi. Voilà, si on veut respecter les engagements climatiques. Voilà. Alors d'autant plus que sur un plan géopolitique, si on revient sur un plan géopolitique, ça c'est une planche que je vous avais montrée justement dans la conférence sur le gaz de schiste, c'est qu'en 2014, alors je suis content parce que j'étais un peu voilà, j'avais mis des trucs qui sont un peu réalisés. C'est que le 21 mai 2014, les présidents russes, c'est les mêmes d'ailleurs, Poutine et Xi Jinping ont signé un accord pour livrer du gaz, l'équivalent de 38 milliards de mètres cubes, sur 30 ans. Et donc on a déjà, donc c'était le début, il y a déjà des gazoducs qui partent de l'autre côté, du coup c'est pas de côté Oural, mais c'est côté du lac Baïkal notamment, vers la Chine. Et donc petit à petit, c'est pour ça que j'avais mis des points d'interrogation à l'époque, ça c'est une conférence que je faisais il y a 6-7 ans peut-être, c'est qu'une fois qu'il aura le choix entre je vends mon gaz à la Chine ou je le vends à l'Europe, il nous tient. On le voit bien en ce moment, c'est-à-dire qu'on se tient par la barbichette, je te coupe le gaz mais j'ai plus de dollars, donc on n'ose pas toucher à tout ça. Mais le jour où il va pouvoir le vendre à un autre de manière royale, ça veut dire qu'on n'aura plus de moyens de pression. C'est-à-dire que là encore on a le chéquier, c'est encore ça, mais une fois qu'on n'aura plus le chéquier, on n'aura même plus le chéquier, ça va être très compliqué sur un plan géopolitique et sur un plan du coup de notre indépendance énergétique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu du coup ça, parce que moi je suis tombé sur le cul, parce que je ne le savais pas, c'est que le 1er mars 2022, ils ont signé un accord, 1er mars 2022, en pleine guerre, il y a quelques jours, pour justement recréer des gazoducs qui auront une capacité cette fois-ci de 50 milliards de mètres cubes,
quasiment le même volume que le fameux Nord Stream 2. Donc ça ne va pas trop l'inquiéter, en fait, que Nord Stream 2 se fasse pas, puisqu'il a son copain chinois avec qui il va pouvoir vendre énormément de gaz dans les prochaines années. Voilà, donc on est dans une situation un peu complexe. Alors vous avez vu dans la presse, hein, on va essayer déjà de se passer d'autres choses, parce qu'il est aussi fournisseur de 25% des importations de pétrole pour l'Europe et 45% des importations de charbon. Donc les Européens ont regardé de quoi ils pouvaient se passer, et finalement ils peuvent se passer, j'ai lu dans la presse ce matin, du charbon. C'est ce qu'ils ont annoncé ce matin, on va continuer à acheter du pétrole et du gaz. Le pétrole, on va essayer de diminuer, parce que le pétrole il se transporte facilement, il y a des pétroliers, et les pétroliers ils viennent de partout. Donc c'est assez simple, contrairement au gaz, où il y a très peu de centres de décompression du gaz, pour le gaz naturel liquéfié. Et puis on a le charbon aussi, qui peut se transporter facilement par barge, mais par contre ça va être très émetteur de CO2, parce que s'il vient d'Australie, parce que l'Australie est un très gros producteur de charbon, ça veut dire qu'il va falloir faire transporter des tonnes de charbon depuis l'Australie. Alors là aussi on va en rajouter des couches sur le CO2. Alors ce que j'entends pas dans la presse non plus, c'est ça, c'est comment on produit notre électricité en Europe. Et on produit à partir de centrales thermiques. Alors qu'elles soient... Alors une centrale nucléaire, c'est une centrale thermique, hein, on fait chauffer de l'eau avec simplement en éclatant des atomes. Et puis on a du charbon, du pétrole et du gaz. Donc le charbon c'est gris, le pétrole c'est noir, et puis le gaz c'est bleu. Donc vous voyez tout de suite qu'on a un gros problème d'électricité. C'est-à-dire si on commence à enlever le bleu, le gaz, ça veut dire qu'il y a des pays qui ne peuvent plus produire l'électricité. Alors qu'on est déjà dans une situation extrêmement tendue, je vais vous montrer les prix après. Donc ça veut dire que ce serait le chaos. C'est-à-dire si on supprime le gaz russe, on arrête 20% des centrales électriques, c'est le chaos en Europe. On peut pas tenir. Et c'est pour ça qu'on est coincé et qu'on ne peut pas dire, parce que j'entends les journalistes qui disent il suffit de moins chauffer. Non, c'est pas un problème de chauffage. C'est pas un problème de chauffage du tout, c'est un problème de pouvoir faire fonctionner nos systèmes, tout simplement. Donc on s'est mis dans une nasse, quoi. Voilà. On s'est confié à... Enfin c'est dramatique, mais il y a des pays, je crois que c'est l'Autriche qui dépend à 100% du gaz russe. Et puis il y a le charbon, alors vous voyez le charbon, là aussi la Russie en fournit beaucoup, mais on pourra aller l'acheter ailleurs. Voilà, alors ce qui est dramatique pour les prix, c'est que on est passé d'un système régulé, il y avait EDF avant qui avait un tarif unique, à une ouverture de marché qui a créé un marché européen avec du coup des prix de marché. Et donc ça veut dire que l'électricité actuellement, elle ne dépend pas du prix de production nucléaire, parce que lui il n'a pas bougé, on est toujours à 50 € du mégawattheure, un peu moins même. Mais par contre on dépend de la centrale qu'il est nécessaire d'avoir à un instant T pour produire le dernier kilowattheure. Donc si vous dites par exemple l'année prochaine, le 1er février 2023, il me faut tant d'électricité. Et donc c'est ça que vous allez mettre en vente. Donc il y a la bourse de l'électricité qui joue, et puis les producteurs regardent combien ils peuvent produire. Et puis les acheteurs disent moi j'achète mes quantités parce que j'ai des clients tous les jours qui renouvellent leur contrat, donc il me faut des quantités d'énergie, des quantités d'électricité dans un an. Donc il faut que j'achète de l'électricité tous les jours pour dans un an. Mais si effectivement il faut que je puisse produire la totalité de ce qu'on achète. Et donc ça veut dire que c'est comme le pétrole, c'est-à-dire que quand vous achetez un litre de pétrole en ce moment il est à $120, en Arabie Saoudite, ils n'ont pas bougé leur coût de production, hein, ils sont toujours à $5 sur les plus gros champs. Donc c'est jackpot. Donc pour l'électricité c'est pareil, c'est en ce moment les centrales au gaz allemandes qui font notre prix, qui est complètement décorrélé de nos coûts réels de production. C'est-à-dire que, je vais vous le montrer juste après, parce que ça fait un peu peur. Voilà, alors c'est même pire en ce moment. Je vous ai mis les prix au 28 mars, c'est pas si vieux que ça. Et je vous ai comparé les prix du 4 mars 2021, qui est un an, avec les prix de maintenant, donc un an après.
Donc sur l'électricité, on est passé de 53 € le mégawattheure à 194 € le mégawattheure, et c'était déjà comme ça avant la guerre. La guerre ne fait qu'en rajouter une couche. Fois 3,6. Alors sur le prix gros, actuellement, l'électricité se vend 3,6 fois plus cher qu'il y a un an. Donc vous ne le voyez pas, parce que l'État a régulé le tarif historique, on va dire. Alors, il y a certains producteurs d'électricité, enfin commercialisateurs d'électricité, qui ont mis la clé sous la porte. Mais vous ne le voyez pas parce que les particuliers sont protégés, mais les entreprises ne sont pas protégées. Donc l'entreprise qui renouvelle son contrat actuellement, alors quand je dis 3 fois 3,6, c'est que sur la partie fourniture, parce que vous avez un tiers de taxes, un tiers de transport et de distribution sur l'électricité, et finalement la partie fourniture, donc le 3,6 fois, c'est que sur un tiers de la facture. Donc c'est pas 3 fois la facture, mais vous avez des augmentations de 40-50%. Il y a des entreprises qui disent « vous rigolez ou quoi, j'ai une facture qui est en train d'exploser ». Ben oui, mais parce que le marché de gros, actuellement, ça qu'on se source, il est dessus. Et EDF a l'obligation de déverser toute sa production sur le marché, pour justement permettre la libre circulation des biens et des marchés en Europe. C'est un des travers de l'Europe. Le gaz, alors là c'est le pompon. Le gaz c'est le pompon. Donc on était à 16 € le mégawattheure, on va passer à 94 € le mégawattheure. Alors je ne sais pas si dans la salle il y en a qui sont raccordés à la chaufferie gaz collective, là, sur le réseau. Voilà. Donc je croise les doigts pour vous que dans l'année ça rebaisse, parce que sinon vous allez avoir la facture de chauffage qui va exploser, parce qu'on est sur 5, presque 6 fois. D'ailleurs c'est 6 fois, parce qu'on a dépassé les 100 € plusieurs fois. Donc ça a rechuté. Je ne sais pas si vous avez vu, Poutine a demandé à ce qu'on paye en rouble le gaz. Voilà. Et donc chez Gazprom, ils ont dû lui dire « Attends, t'es gentil, mais on a quand même besoin de rentrer d'argent. » Donc ils nous ont donné un mois de plus pour payer en rouble. Donc le fait d'annoncer qu'on avait un mois de plus, on est repassé de 120 à 80 $, 80 € le mégawattheure. Donc on a regagné 40%. Vous voyez, c'est très volatile. Donc en fonction des annonces qui sont faites de Poutine, on passe de x2 à x3 à x4 sur le prix du gaz. Sur le pétrole, vous l'avez vu aussi, parce que si on a moins de pétrole, vous l'avez vu, il y a quelques pays, notamment l'Italie, qui produisent du pétrole encore, sans électricité. Si j'ai pas de gaz, ça veut dire que je vais faire fonctionner à fond mes centrales au charbon et au pétrole. Donc ça veut dire une augmentation de la consommation de pétrole. Donc tout ça est interdépendant, notamment pour l'électricité. Donc en ce moment, on a 120 $, le baril, comme on l'avait en 2008, alors s'il y a eu la crise en 2008. Donc on est à fois 1,8. Et sur le charbon, dont personne ne parle, on est passé de 69 $ la tonne à 180 $ la tonne, on a fait 2,6. Donc c'est-à-dire des centrales thermiques au charbon en ce moment qui fonctionnent en Europe, pareil pour produire l'électricité, voilà. Donc c'est pas étonnant que l'électricité, qui dépend un peu de tout ça, soit aussi à des niveaux extrêmement élevés en même temps. Alors ça, pour moi, ça fait 37 ans maintenant que je travaille dans l'énergie, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça, pourquoi ? Parce que dans les années 70, quand il y a eu le choc pétrolier, il n'y avait que le pétrole qui avait explosé. On avait fait x3 sur le pétrole, ce qui avait entraîné la crise, ensuite la récession après les années 70. Mais l'électricité et le gaz étaient régulés. C'est-à-dire qu'on était protégé par l'État qui imposait un prix, et par EDF et Gaz de France à l'époque. Mais ça, on n'avait pas ça. Donc ça veut dire qu'en ce moment, on est en train de se prendre de plein fouet, que vous n'avez pas encore vu, puisque vous êtes protégé aussi par rapport à ça, enfin, sauf quand vous faites le plein à la station. Mais sur l'électricité et le gaz, vous n'avez pas encore vu. Voilà. Donc est-ce que l'État sera capable de payer la différence ? Là, il y a eu 8 milliards sur l'électricité, sur le gaz pareil, donc est-ce qu'on sera capable de payer ça pendant encore un an, si ça dure un an ? Je n'en sais rien. Donc on est face à un choc extrêmement violent. Et en plus, c'est vicieux, parce que les entreprises, elles, qui voient leur facture d'électricité augmenter, les produits que vous allez acheter dans un an ou deux vont comprendre, eux, la totalité de l'augmentation du prix de l'énergie. Parce qu'une usine, il faut qu'elle extrait ses ressources, il faut qu'elle fabrique, fasse tourner ses machines, il faut qu'ensuite on fasse tourner tout ça avec des camions, etc., pour enlever les trucs, etc. Donc toute cette augmentation
du prix de l'énergie que les entreprises vont voir arriver, ils vont répercuter leurs coûts, etc., bah, tout ce que vous allez acheter dans 2 ans, vous commencerez à voir que les effets de ce qui a été provoqué maintenant. Voilà, donc on est sur un effet rebond qui va être compliqué à gérer. Voilà. Puis il y a des entreprises qui vont souffrir dès maintenant, hein, c'est les boulangers, les marins-pêcheurs, les transporteurs routiers, les pressings, enfin tous ceux qui sont très énergivores, ça va être compliqué. Alors c'est quoi le plan ? Bah, il faut en fait, c'est pour ça que je disais que c'est peut-être une opportunité, ça va nous secouer, ça remet l'église au centre du village. Bah, c'est les objectifs 2050 de réduction du CO2, bah, c'est aussi l'élimination des énergies fossiles. Donc il faut y aller, quoi. On n'a pas le choix, ne serait-ce que pour notre indépendance énergétique, notre indépendance géopolitique, on n'a pas le choix. Donc il y a RTE qui a fait un plan, donc c'est pas vu, hein, c'est le 16 février. Le 16 février, donc RTE c'est le réseau de transport d'électricité, hein, c'est ceux qui gèrent les lignes à haute tension en France. Le gouvernement leur a demandé de faire les calculs pour voir ce qu'il faudrait pour être conforme en 2050 à nos objectifs de réduction de CO2. Donc ils disent des choses simples, ils disent on part de cette situation, l'énergie qu'on consomme en France c'est 25% d'électricité, tout le reste c'est des énergies fossiles essentiellement par rapport à ça, c'est une grosse partie qu'on met dans les voitures, hein, c'est l'essence, le diesel, le gaz, et puis on retrouve ici les énergies renouvelables hors électricité comme la géothermie, on brûle des déchets, tout ce qui est chaleur. Et donc voilà ce qu'il faudrait faire. Il faut faire dans un premier temps 40% d'économie d'énergie. Donc en 30 ans, il faut faire 40%. Voilà, donc ça suppose de faire 12%, on va dire, tous les 10 ans. C'est jouable, hein, de faire 40% d'économie d'énergie. Ça veut dire des véhicules moins lourds, plus efficaces, ça veut dire isoler les pavillons, ça veut dire... excusez-moi. Qui roulent moins vite. Peut-être, effectivement, on passe à 110 km/h, voire à 100. Etc. Enfin, mais la liste des choses qu'il faut faire pour faire des économies, depuis qu'on a eu le choc des années 70, moi je me souviens, il y avait des pubs à la télé où réglez votre chauffage à 18 et puis mettez un pull, quoi. Enfin, c'était ça, la chasse au gaspillage à l'époque, c'était comme ça que ça s'appelait. Donc 40%, voilà. Une fois qu'on a fait ces 40% d'économie d'énergie, il faut électrifier les usages. Donc il faut que l'électricité passe de 25 à 55, parce que l'électricité a un meilleur rendement, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, des véhicules électriques, on perd pas beaucoup d'énergie. Un moteur thermique qui fonctionne au pétrole, c'est une catastrophe sur un plan énergétique, c'est-à-dire qu'on récupère que 30 à 40% de l'énergie qui est brûlée, et le reste ça part en chaleur. Sauf que la production d'électricité, on est à 30%. Alors c'est ça qu'il faut regarder. Je vais vous montrer un autre slide. C'est nucléaire l'électricité là ou c'est... Alors j'y vais venir, juste avant. Vous avez ici le gaz décarboné, et puis la production d'hydrogène, parce que l'hydrogène, on le fait, si on veut le faire sans CO2, il faut faire de l'électrolyse, c'est-à-dire qu'on fait passer un courant dans de l'eau, et on récupère l'hydrogène. Et du coup ça consomme l'électricité, pareil. Donc ceux qui disent hydrogène c'est vert, c'est vert à condition d'avoir l'électricité verte. Et puis on augmente aussi la part des énergies renouvelables, on va dire chaleur, géothermie, biomasse, etc., ce qu'on devrait utiliser. Et puis on conserve un petit peu d'énergie fossile parce qu'il y a des process qui nécessitent de l'énergie fossile. Vous voyez, rien par rapport à ça. Donc comment il faut faire ? Voilà la courbe, on va dire. C'est ce qu'on consomme depuis les années 60 en France, avec charbon, gaz, et puis ici on retrouve l'électricité nucléaire. Le en jaune c'est nucléaire. Et puis vous voyez un gros point d'interrogation ici sur la production d'électricité restante. Et donc là je ne l'ai pas mis parce que j'avais que 15 minutes. Hein. Si vous voulez, l'année prochaine, mais du coup, RTE a fait 6 scénarios qui vont du 100% ENR à 50% nucléaire. Donc il suffit de choisir. Voilà. Et ils sont tous réalisables, mais avec des coûts différents et avec des impacts différents. Donc je vous invite à le regarder. Moi, je ne vais pas prendre position ce soir en vous disant c'est celui-là le bon. Mais en tout cas, je vous invite à le regarder parce que c'est clé
c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'indépendance énergétique et d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Donc si on veut travailler pour nos enfants et nos petits-enfants, il faut que ce point d'interrogation, là, on arrive à produire l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de toute façon, disons dans le scénario médian, il y a un peu de nucléaire. Dans le scénario médian, il y a un peu de nucléaire. Donc renouveler le nucléaire, il y a un certain nombre de politiques qui le proposent en ce moment dans le cadre de la présidentielle. Mais il faut surtout développer à mort l'éolien et le solaire. Donc quoi qu'il arrive, dans tous les scénarios, c'est 50 parcs éoliens en mer, c'est x2 sur les éoliennes et c'est x10 sur le solaire. Mais c'est pas x2, c'est x10. Voilà. Donc si on fait x10, 50 parcs éoliens en mer et puis x2 sur l'éolien, plus du nucléaire, on arrive à faire le hachurage qui est. Donc on conserve les centrales actuelles, le jaune c'est les centrales actuelles qui petit à petit, quand elles arriveront à 60, 70 ans, il va falloir les arrêter de toute façon. Voilà, et puis en bleu ça doit être l'hydraulique. Voilà, donc là c'est pas des neuneux, c'est RTE qui a fait ce plan, qui est conforme en fait au plan de l'ADEME qui est sorti il y a quelques jours. Donc on sait faire, voilà. Il faut simplement le planifier, dire aux gens c'est central, c'est pas effectivement de soigner, de mettre 3 ruches sur un toit et puis de mettre des fleurs au petit rond-point. C'est ça qui nous permettra de ne pas avoir le chaos. Voilà, vous le voyez avec la Russie, ça, c'est l'indépendance énergétique, et c'est aussi éviter 1 milliard de réfugiés climatiques en 2050. Voilà. Donc si on veut avoir la paix sur Terre, voilà à peu près les courbes qu'il faut suivre. Par contre, ça coûtera plus cher, moins cher, parce qu'il y aura plus de ça coûtera plus cher. Alors c'était mon slide d'après, ça tombe bien. Hop. J'ai presque fini, c'est mon dernier. Oui. Par rapport à la question de RTE, sur quelle base de croissance de la consommation est-ce qu'on va... Très bonne question. Parce que ça posait, justement, parce qu'il y a énormément de CO2 qui est émis par d'autres pays qui nous produisent nos matières, notamment la Chine. La Chine fait son électricité avec du charbon. Donc quand vous roulez avec un véhicule, je vous l'ai montré, c'était un de mes slides quand vous avez montré ma conférence sur les véhicules électriques. Rouler avec un véhicule électrique en Chine, c'est comme si vous brûliez du charbon. C'est pareil pour l'atmosphère. Donc ça veut dire que quand ils vous font vos salons de jardin ou je sais pas quoi, tout ça c'est extrêmement chargé en carbone. Donc vous le verrez dans le rapport RTE, ils considèrent qu'il y a une réindustrialisation légère de la France. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a 20-30% l'industrie qui est de Chine, qui vient en France et du coup qui va consommer de l'énergie en plus. Voilà. Donc ils ont fait des hypothèses. Je termine. C'était ma dernière planche. Donc je dis quoi? Je dis que, parce que tout ça c'est coûteux, les énergies intermittentes, donc l'éolien et le solaire, il faut le compenser par de l'énergie qui est stable. Hein. Vous savez, quand l'hiver au mois de décembre, quand il n'y a pas de vent, on n'a rien. Le 21 décembre, un panneau solaire, il va produire 2 heures dans la journée, 2-3 heures dans la journée. Hein, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut de l'énergie à côté, donc des centrales capables de faire ça. Donc ça veut dire que on va avoir de toute façon de l'énergie. Alors en plus, une éolienne, c'est 600 tonnes de ciment, de béton en pied, et puis c'est 200 tonnes de ferraillage dans le socle, et puis ensuite il y a tout ce que vous voyez. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut de la matière. Donc ça veut dire à 1 tonne de CO2 par tonne de ciment, vous voyez, il faut aussi se payer ça, quoi. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources en cuivre, en métaux, etc., pour faire aussi des énergies renouvelables? Alors ça pose toute cette question-là. C'est pour ça qu'il y a 45% de toute façon d'économie, ou 40 ou 45% d'économie, on n'y coupe pas. Donc ça veut dire des énergies plus chères, donc un impact direct et indirect sur le pouvoir d'achat des ménages et sur les résultats des entreprises. Donc c'est pour ça qu'il faut de toute façon mettre en place, si on ne veut pas la guerre dans les rues, mettre en place des dispositifs protecteurs à court terme pour rendre acceptable par la population cette situation difficile. Donc il faut compenser, il faut des chèques énergie, il faut aider à faire le plein, il faut que les gens qui ont besoin de leur voiture, il faut les aider, enfin voilà, il faut mettre en place ces dispositifs pour accompagner la population pour que tout ça se passe à peu près sereinement. Voilà. Alors moi je terminerai, c'est ma petite touche personnelle,
Si on ne fait pas naître un sentiment d'équité, c'est-à-dire si les gens ont le sentiment que certains peuvent en profiter et d'autres pas, ça se passera mal. Forcément, dans un monde contraint où il faut faire 45% d'économie et puis payer son énergie plus cher, s'il y en a qui gaspillent, qui ont des gros yachts ou je sais pas quoi, ça va pas le faire. Voilà. Donc moi c'est le pari que je fais, c'est que celui qui arrivera à trouver l'équation de l'équité, il a de bonnes chances d'avoir un bel avenir devant lui sur un plan politique. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Il y a un paramètre que vous n'avez pas pris en compte. D'abord, merci pour votre exposé. Et le paramètre est le suivant. À l'heure actuelle, un Européen, un Occidental, disons, consomme à peu près 5 têtes, pas d'équivalent pétrole. Et on est à peu près 7 milliards d'habitants. Si on se projette dans un univers où on est à 9 milliards d'habitants, il faut que la productivité terrestre soit multipliée par 5 ou 6. Ça veut dire qu'on est un futur impossible. Donc l'utilité de réduire un maximum nos consommations en revoyant le processus de fabrication des maisons, en réduisant les transports et en allant dans le sens que vous venez d'indiquer. En changeant nos méthodes de production aussi. Oui, bien sûr. Le zéro stock, des choses comme ça. Alors c'est vrai que là on fait l'autruche, c'est-à-dire qu'on regarde la France. Hein. Mais on peut se dire, c'est l'histoire du colibri, c'est-à-dire que le colibri va emmener sa petite goutte pour éteindre le feu, et les autres lui disent mais qu'est-ce que tu fais avec ta petite goutte? Il dit au moins j'aurais réveillé ma petite goutte, donc j'aurais l'esprit tranquille. Voilà. Donc si déjà nous on est clean, alors déjà vous avez vu sur l'indépendance énergétique c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on ne dépendra pas des autres. Voilà, donc c'est déjà clé. Et puis on aura, on pourra regarder nos enfants dans les yeux sans avoir honte de ne pas avoir fait ce qu'il faut pour éviter le problème de 2050. Mais ça veut dire qu'il faut aider les autres pays. Il faut éviter que l'Afrique passe par la case carbone. En complément, nous on est à 5 têtes et je crois que le Sénégal est à 0,5. Ouais, 0,2 pour certains. Ou 0,2. Voilà, bien sûr. Non, mais c'est sûr, il faut qu'eux ils passent directement il ne faut pas qu'ils passent par la case de charbon du village olympique, quoi, de Saint-Denis. Voilà. Faut qu'ils évitent le XXe siècle du monde occidental. Voilà. Ils passent directement aux énergies renouvelables. C'est possible, hein. Donc il faut les aider. Donc il y a un gros chantier à faire. Donc plutôt que de se taper dessus et de s'envoyer des bombes, voilà, on ferait notre énergie à aider les pays qui en ont besoin. Justement, l'énergie. Voilà, notre énergie. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un plan, quoi. Voilà. C'est possible. Voilà. Ce qui paraît impossible, en disant cette courbe, cet inversement de courbe qu'on peut faire. Mais c'est possible. C'est-à-dire qu'on a la technologie, on a les ressources, ça a été calculé et normalement ça passe. Donc il y a juste à planifier. Donc, je pense que c'est pour ça que je rejoins cette notion de plan qui m'avait beaucoup plu quand j'ai vu des ouvriers, des gens qui avaient une vision, quoi. Donc là, il faut qu'on soit dans une logique de planification. Si on ne planifie pas la façon dont on va arriver en 2050, on n'y arrivera jamais. Il ne faut surtout pas laisser faire le marché. En gros, c'est ça. Si on laisse faire le marché, on est mort. Donc il faut retrouver la puissance d'État, il faut retrouver la capacité à agir, sinon on est mort. Ça va quand même nous poser, même si c'est possible, comme vous dites, ça va quand même imposer aux gens un grand nombre de sacrifices. Ouais. Ils seront acceptés si tout le monde le fait. Oui, mais... C'est comme de plus fumer dans la rue publique. À partir du moment où tout le monde le fait, on accepte. Mais si effectivement il n'y en a que 10 qui font des efforts pendant que les autres continuent à rouler en 4x4 et à ouvrir les fenêtres en plein hiver, ça le fera pas. C'est pour ça que si on continue avec la pub en même temps. Donc ça passe par l'éducation. Il faut que les jeunes prennent conscience très tôt des bons gestes, de la nécessité d'entrer là-dedans. Il faut que nous les vieux on soit exemplaires. Voilà, donc il y a un gros mouvement à mettre en place, tout en conservant notre capacité industrielle. Il faut certainement passer à 2-3% de PIB sur l'armement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus être les béni-oui-oui du truc en disant nous on est retourné à l'âge de pierre pendant que les autres achètent des missiles et je sais pas quoi. Donc l'équation est fine, il y a sacrément besoin de se bouger, quoi. Voilà. Donc il faut conserver tout ça, tout en modernisant nos universités, en renouvelant nos hôpitaux. Ça veut dire aussi
on revient à un vrai état. Ouais, je pense que la clé, elle est vraiment sur une reprise en main, une planification. Voilà. Une planification qu'on a connue du temps du général de Gaulle. C'est ça. Ouais. Et de la 4e République. Ouais. Mais alors, le lancement des grands programmes, que ce soit hydraulique, nucléaire, alors à l'époque c'était aéroport, etc. Mais on peut aussi dire, nous c'est éolienne, c'est champ offshore. Enfin, ça va être compliqué parce qu'on voit déjà les marins pêcheurs qui manifestent parce qu'il y a un champ d'éolien en mer qui sort, il en faut 50. Non, mais 50. Moi j'avais fait un calcul rapide avec autour d'un réunion avec des amis, on parlait du ratio entre nucléaire et éolien. Moi j'avais fait un calcul rapide, je ne sais pas si vous allez dire que c'est bon ou pas, mais une tranche de centrale nucléaire c'est 1 gigawatt. Et j'avais regardé, j'avais été renseigné sur internet, les plus grosses éoliennes, les éoliennes les plus puissantes actuellement, elles font 2,7 mégawatts. Donc en gros ça fait, pour une tranche de centrale nucléaire, il faudrait 300 éoliennes. Alors c'est même pire que ça parce que et donc 300 éoliennes qui tournent avec du vent. Voilà, c'est que une éolienne ça fonctionne 3000 heures par an à peu près. Donc, 2500 heures sur Terre et 3500 heures en mer, ouais. Parce que c'est bien venté. Sur 8700 heures dans l'année. Donc c'est 300 par tranche de... Une centrale nucléaire, ça doit tourner 8000 heures. Voilà. Donc ça fonctionne un tiers du temps. Voilà. Et puis un panneau solaire, en Ile-de-France, c'est 950 heures. Ça produit à une puissance nominale 950 heures sur 8700. Ça produit presque un dixième du temps. Donc il en faut beaucoup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en faut énormément. Surtout si on veut faire de l'hydrogène. Si on veut que les camions, etc., roulent à l'hydrogène, il faut énormément d'électricité. Oui, vas-y. Parce que les politiques, en ce moment, ils sont tous à l'hydrogène. Dans les campagnes, il y en a plein qui parlent de l'hydrogène, mais l'hydrogène, vous dites, ça n'existe pas en tant que tel sur Terre. Il faut faire des le produire. Il faut de l'énergie électrique. Donc, de toute manière, c'est le serpent qui se prend la. Surtout que c'est un mauvais rendement. C'est-à-dire que l'hydrogène, l'électrolyseur, on perd la moitié de l'énergie dans l'électrolyseur, et ensuite, il faut compresser l'hydrogène. Donc, on va reperdre de l'énergie pour compresser l'hydrogène à 700 bars. Hein. Les Toyota Mirai là, qui sont vendus en ce moment, c'est 700 bars. Et puis ensuite, il faut une pile à combustible pour retransformer l'hydrogène en électricité, qui elle-même a un rendement de 50%. Donc il faut 4 unités d'énergie pour récupérer une à la fin. Donc l'hydrogène, il faut vraiment le conserver pour ce qui est très lourd. Camions, les trains éventuellement quand c'est pas électrifié, les bateaux, l'avion hydrogène, on verra. Et là, pour la que vous parlez... Pardon, excusez-moi. J'allais juste conclure sur le nucléaire, je me permets. Sur le nucléaire, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on voit bien reconstruire. Il nous faut faire le grand carénage. Donc le grand carénage, c'est faire en sorte que les centrales soient prolongées en durée de vie. Donc il y a un certain nombre de travaux à faire. Et puis les premiers réacteurs, si on les fait maintenant, imaginons que le président actuel soit réélu, il dit il en faut 6. Donc, mais c'est 2035 le premier. Donc 2035 c'est très loin. Donc ça veut dire que les énergies renouvelables de toute façon ne coupent pas. Nucléaire ou pas, il faut y aller à fond et maintenant. Mais quand je dis à fond, c'est que nous-mêmes on devrait avoir une part de nos impôts qui part là-dedans d'une manière massive. Oui. Il y aura assez d'eau pour refroidir les centrales nucléaires? Alors, c'est avec ça. Ah, c'est avec ça, non, mais ça, déjà, c'est sûr. Moi, voilà. On a bien pas de problème, mais sur la rivière, voilà. On peut se poser la question. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'acier et de cuivre pour faire les réseaux pour les éoliennes et les solaires? Je pense qu'on est dans des équations qui nous dépassent. Quoi. Voilà. On s'est laissé endormir par les énergies fossiles, on le voit bien que la Russie. Voilà. Mais se priver des énergies fossiles, ça... Et de quelle énergie il va falloir se priver? De quelle consommation il va falloir se priver? Il faut choisir. Mais là, c'est pour la prévision de la France. Là. C'est que la France. Mais les autres pays, qu'est-ce qu'ils en font? Certains font rien. Pardon? Certains font rien du tout. Enfin, il y en a même qui font de la négation, qui disent que le changement climatique n'existe pas. C'était Trump il y a... Et même la Belgique, non mais la Belgique, enfin l'Italie. Si, les Européens globalement ont tous signé la COP. C'est européen. Voilà. Ouais.
Ça, c'est... Non, là, ce que je vous ai montré, c'est RTE, c'est français. Voilà, C'est le plan pour la France. Voilà, d'accord. C'est chiffré, ils disent combien il faut d'éoliennes, combien il faut de solaire, si on veut électrifier les îlots des ouvrages, etc. C'est un gros dossier, hein. Vous pouvez aller le voir sur Internet. C'est ce que je veux dire, les autres pays européens... Mais regardez la Pologne, je vous ai montré la Pologne tout à l'heure. La Pologne, ils produisent de l'électricité avec du charbon. Donc le charbon, c'est 1 kilo de CO2 par kilowattheure. Je vous donne les grands ordres. Le gaz, c'est à peu près 2 à 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Du solaire et de l'éolien, c'est 40 grammes de CO2 par kilowattheure parce qu'il faut de la matière, justement. Et du coup, il y a une charge en carbone, donc on produit, répartie sur la durée de vie de l'ouvrage. Et puis le nucléaire, on est à 12 avec l'hydraulique. 12 grammes. On est à 1 kilo avec le charbon. Donc vous voyez, c'est énorme, quoi. C'est 1 à 100. Voilà, donc il faut que la Pologne s'y mette, il faut l'Allemagne c'est dramatique parce que en plus ils émettent de plus en plus de CO2. Et ils arrêtent le nucléaire. Et voilà, ils ont prévu d'arrêter les 3 dernières en décembre prochain. Et il faut qu'ils se passent du gaz russe. Donc j'attends de voir comment tout ça va atterrir. Je sais pas. C'est mystérieux. On a fait clochette. On a peut-être largement dépassé le temps. Non, je sais pas. C'est donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Bravo encore. Et je voulais simplement vous annoncer que la prochaine conférence aura lieu le 10 mai. Toujours ici, pareil, et ça sera sur un sujet totalement différent, c'est l'histoire des traitements médicaux en psychiatrie, par le docteur Michel Clair, qui est un psychiatre. Voilà. Merci encore.